Bon, c'est parti, on va commencer dans le vif du sujet. On va commencer le premier chapitre de justement cette formation. Vous allez commencer à comprendre tout ce qui est IA et IA générative avec du coup Codemaster et aussi du coup l'Oracle. Allez, c'est parti. On va commencer. C'est quoi l'IA générative? Alors, l'intelligence artificielle générative, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui donne aux machines la capacité de créer du nouveau contenu, des images, du texte, de la musique, etc. Alors, il faut bien comprendre la différence entre intelligence artificielle et intelligence artificielle générative. L'IA générative, c'est bien un sous-domaine de l'intelligence artificielle classique qui englobe un champ de compétences beaucoup plus large. Du coup, avec l'Oracle et moi-même, on vous a créé un historique de ce qui s'est passé en IA générative depuis le tout début. Exactement, on va voir d'où ça vient, remonter un petit peu le temps pour comprendre comment on en est arrivé là. Ok, du coup, moi, c'est vrai que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui parlent du fait que l'IA générative a commencé, enfin plutôt l'IA tout court, a commencé au moment où il y avait Frankenstein. Parce que l'histoire de Frankenstein, c'est donner justement une intelligence à une personne qui n'est pas réelle. Donc voilà, ça a commencé dès à ce moment-là. Maintenant, voilà, j'ai hâte d'apprendre plus sur cette histoire de l'IA. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter du coup Ouais, alors je veux pas spoil le contenu, mais quand on parle de d'IA, moi j'ai deux références en tête. La première référence c'est le mythe du golem, avec, je crois que c'est dans la tradition juive, si je dis pas de conneries, où il y avait un monstre qui était créé, le golem, doté d'une autonomie propre, et c'est bien ça le mot dont il est question. Et la deuxième chose, je dirais Alan Turing, sorti de la guerre, Tout à machine fait. Enigma. Tout à fait, Langman. Alan Turing, dans les années 1950, il se demande en fait si une machine peut penser. Et c'est un moment hyper important parce que ça correspond aussi à 1948, l'arrivée du transistor. Arrivée du transistor qui est donc l'élément de base en fait de toute cette informatique, suivi ensuite du développement de l'informatique personnelle, donc à la fin des années 70, 1977 sur les premiers Mac, puis l'arrivée d'Internet avec la bulle Internet 98-2000 qui va permettre en fait un énorme afflux de données jusqu'à aujourd'hui, parce que ces modèles, il ne faut pas l'oublier, sont entraînés sur des données et sur aujourd'hui ChatGPT sur l'intégralité du web, ce qui veut dire 45 terabits de données. Et ensuite, les GPU, donc les puces basées sur les transistors, mais améliorées grâce à l'industrie du jeu vidéo, qui Merci. a fait beaucoup par rapport à ça. Merci de jeux vidéo. Merci donc à tous les gamers, merci à toi si tu joues. Grâce à l'industrie de la crypto aussi, qui a fait faire de gros progrès donc au GPU. Enfin, le langage informatique aussi qui a amélioré pour aller donc vers ce qu'on connaît aujourd'hui avec le deep learning et arriver à GPT-4, donc aujourd'hui l'état de l'art donc dans ce qui est l'intelligence artificielle. Mais Ilyes, est-ce que tu peux peut-être faire un zoom sur ce qui s'est passé ces dernières années? Oui, alors effectivement, ça c'était un peu la vue globale des grandes étapes historiques de l'intelligence artificielle. En termes algorithmiques aussi, il y a des grandes étapes qui sont importantes, qu'il faut connaître. La première qui me vient en tête, c'est les auto-encodeurs. C'est la première fois en fait qu'on a créé un algorithme capable de générer de la nouvelle donnée. Donc les encodeurs, ça date des années 90, la théorie en tout cas. En pratique, ils ont été implémentés plutôt autour des années 2010-2012. Après ça, on a eu les GANs, donc les Generative Adversarial Network, qui ont un système d'entraînement assez intéressant. C'est qu'on a deux modèles qui s'entraînent en même temps. L'un qui doit générer du contenu, l'autre qui doit déterminer si le contenu est faux ou réel. Et donc les deux modèles s'entraînent en même temps. On reviendra sur la notion d'entraînement pour expliquer ce que c'est. On a eu en 2015 ce qu'on appelle les mécanismes d'attention qui permettaient sur le texte de créer en fait de façon automatique des liens entre les différents mots et donc d'avoir une meilleure compréhension du langage. L'étape par contre dont tout le monde parle, que tout le monde doit connaître, tous ceux qui commencent dans l'intelligence artificielle générative, c'est les Transformers. 2017 avec un papier qui s'appelle Attention is all you need, publié par Google et l'Université de Toronto.
dans lesquels en fait on a défini une structure de réseau de neurones qui est utilisée maintenant dans tous les modèles d'intelligence artificielle générative quasiment. Et enfin, pour l'image, c'est 2021 qui est une date importante, avec l'arrivée des modèles de diffusion qui sont utilisés aujourd'hui par DALL-E, la version 1 et la version 2, par Midjourney et par Stable Diffusion. Alors intéressant, donc tu es en train de dire que le succès d'OpenAI se fonde en partie sur un papier de recherche sorti en 2017 fait par Google. On voit l'ex de Google qui parle. Je tiens à préciser. Mais donc, on a vu des gros progrès. On est passé aussi par Deep Blue sur les échecs, AlphaGo sur le jeu de Go. Et comme tu en parlais à l'instant, Elias, on parle de Deep Learning. Aujourd'hui, c'est le gros sujet. Mais en fait, le Deep Learning, à la base, ça fait 40 ans que des chercheurs travaillent dessus. C'est Yann Lequin, c'est François Soulier. Mais au début, pendant très longtemps, ils ont été isolés. On n'y croyait pas trop. On pensait que c'était un peu des fous furieux. Mais depuis les années 2010, depuis 2017, c'est vraiment la tendance du moment. Et tout est construit aujourd'hui là-dessus. Tous les nouveaux produits à la mode dans l'IA générative, ça repose là-dessus. ChatGPT, c'est là-dessus. C'est le pari qui a été fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui cartonne. Ilias, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ? Oui, alors c'est intéressant. En fait, quand on a fait cette formation, je me suis dit, il faut qu'on parle à un moment, on explique comment est-ce que ChatGPT fonctionne en pratique. Pas seulement sur l'aspect utilisation, mais aussi sur l'aspect comment est-ce que les résultats sont obtenus par le modèle. Parce que c'est quelque chose de très important. Et en termes d'éthique, ça sera le sujet de la partie 4, mais pour teaser un petit peu en termes d'éthique, c'est primordial. Donc, au niveau du fonctionnement, avant de définir ce qu'est le deep learning de façon plus profonde, on va avoir un texte qui va être donné en entrée du modèle. Ce texte-là va subir un pré-processing qui va permettre de transformer le texte qu'on a rentré en entrée, donc ce qu'on appelle le prompt, en unités mathématiques qu'on appelle des tokens. Ces unités mathématiques vont créer ce qu'on appelle un vecteur au sens mathématique du terme, pour le prompt qui a été donné. Donc c'est ce vecteur-là qu'on rentre en entrée du modèle de langage, qui est un réseau de neurones. Ce réseau de neurones-là va nous donner une distribution de probabilités qui nous donne pour chacun des mots du langage la probabilité que ce soit le mot suivant à apparaître. Et donc, à partir de ça, on va avoir notre séquence en output qui est en fait basée sur de la complétion de texte en trouvant les mots les plus probables. Pour expliquer cette notion de modèle de langage, il faut expliquer la notion de deep learning. Alors, le deep learning, qu'est-ce que c'est ? C'est un sous-domaine du machine learning qui est un ensemble de techniques qui permettent à la machine d'apprendre des notions, d'apprendre des concepts, d'apprendre des compétences aujourd'hui, qui est un sous-domaine de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors évidemment, les réseaux neuronales, c'est une toute petite partie de l'intelligence artificielle. Et donc, le deep learning, pour donner une idée sur son fonctionnement, je vais prendre un exemple. Si on veut détecter, donc classifier des images entre chien et chat. Donc on parle toujours de chien ou de chat sur Internet, en fait. Et en particulier de chat. Ouais, c'est ce qu'on appelle le Hello World du deep learning. Donc l'approche traditionnelle, c'est de donner un ensemble de règles à la machine. Donc on lui dit si la couleur majoritaire c'est du gris, c'est plutôt un chat. Si la couleur majoritaire c'est du noir, c'est plutôt un chien. Si on a une moustache, c'est plutôt un chat, etc. Sauf que le problème, c'est que le monde en pratique est assez complexe et il est difficile de le décrire avec des règles précises. Donc ce qu'on fait sur l'approche l'approche machine learning, on va collecter des données. Donc si on veut détecter un chat, on va collecter des milliers d'images de chats. On va l'entrer dans un réseau de neurones. Et le réseau de neurones, son rôle, ça va être de trouver les choses qui font que dans cette image, il y a un chat. Donc trouver ce qu'on appelle les features de façon automatisée. Et donc plus notre base de données est grande et plus les données qu'on met en entrée sont de qualité, meilleures seront nos prédictions au final. C'est un peu la beauté du deep learning, c'est que si tu voulais essayer de décrire le monde dans son intégralité,
Tu passerais littéralement des milliards d'années à décrire tous les cas spéciaux, comme l'a dit Ilyes, avec des boucles. Deep Learning, c'est, écoute, voilà tout un tas de données. Maintenant, tu te débrouilles avec, tu essayes de comprendre les règles par toi-même. Voilà. Et c'est ça un peu qui est assez incroyable. Et la première wow moment de l'IA, c'est AlphaGo, où globalement le système, donc c'est du deep learning, a été entraîné, en fait, a vu des milliers de parties sans qu'on lui dise nécessairement les règles. Et de là, l'IA a réussi à comprendre comment casser le jeu et a même battu l'équivalent du Roger Federer du Go. Donc c'est ça la puissance du deep learning, de ce que je retiens de ce que tu dis. Et la deuxième chose qui me semble le plus importante de ce que tu viens de dire, c'est que au final, ces modèles de langage comme les GPT, comme ChatGPT, c'est de l'approximation universelle. Ils font de la prédiction de mots les plus probables qui doivent venir après une suite de mots. C'est bien ça. Exactement. Okay. C'est ce qui fait leur force, le fait qu'ils apprennent tout seuls. C'est ce qui fait aussi qu'ils font parfois un peu peur. Parce qu'on entre des données en entrant, on a l'impression que c'est un petit peu magique. C'est pas des règles mathématiques qui sont définies, même si l'approche mathématique qui est utilisée, on la connaît bien. C'est ce qu'on appelle l'optimisation. Par contre, ils font peur dans le sens où, à l'intérieur du réseau, on ne sait pas ce qui se passe. Comme ils l'ont dit, c'est comme la boîte noire. La boîte noire qu'on peut retrouver aussi dans les avions. Donc là, voilà, l'IA, on sait très bien qu'elle peut prédire des choses, mais il y aura des choses qu'on ne peut pas savoir exactement comment elle va les interpréter. Là, nous allons du coup finir cette partie-là et nous allons attaquer une autre partie de la formation. Maintenant qu'on a vu ce qu'était l'intelligence artificielle générative, il est important maintenant d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est révolutionnaire et comprendre la hype autour de ce sujet. Est-ce que c'est simplement une hype qui sera passagère ou est-ce que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée? Je laisse l'oracle commencer avec quelques chiffres. Merci Codemaster. Mon point, moi, c'est qu'on est vraiment sur un moment iPhone, en fait. Ce qui se passe là sur ChatGPT, sur l'IA générative, c'est un phénomène qu'on n'a jamais connu dans l'histoire des technologies précédemment. Ce qui se passe sur ChatGPT, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu précédemment dans l'histoire des technologies. Ça veut dire 1 million d'utilisateurs en 5 jours, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. C'est vraiment du jamais vu. Pourquoi en fait? Parce qu'on est sur quelque chose qui est gratuit à la base, ChatGPT sur la version 3.5. On est sur quelque chose qui est avec une interface chatbot qui est accessible à tout le monde, donc qui est facile. Et on est sur aussi une petite recette secrète en plus qui s'appelle le RLHF, le Reinforcement Learning by Human Feedback. Ilyes, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, donc ça c'est la sauce secrète un petit peu d'OpenAI. C'est une technologie qui n'est pas nouvelle, alors c'est quelque chose qui a été créé au début des années 2000, la notion de Reinforcement Learning by Human Feedback, RLHF, et que OpenAI a remis au goût du jour pour les modèles de langage. Donc c'est la première fois qu'on voit l'utilisation de ces outils-là dans ce contexte de modèles de langage. Donc comment ça fonctionne? En fait, ça reprend les codes du Reinforcement Learning classique dans lequel on a un agent intelligent qui va apprendre au contact de son environnement. Donc il va entreprendre des tâches et en fonction des résultats de ces tâches, donc en fonction de s'il est récompensé ou puni, il va comprendre de façon automatique si c'est une tâche qu'il va devoir répéter ou plutôt une tâche qu'il va devoir éviter. Ça ressemble à l'apprentissage d'un enfant, par exemple. Si un enfant touche une casserole d'eau chaude, il sait automatiquement que c'est quelque chose qu'il doit éviter. Ou le chien de Pavlov. Exactement. Et donc, l'aspect human feedback, c'est ce qui va permettre de continuer à faire du reinforcement learning dans un contexte dans lequel la notion de punition et de récompense est difficile à définir. Le modèle de langage ne peut pas savoir tout seul si le texte qu'il a donné en sortie est pertinent ou pas. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va sortir plusieurs propositions, 3 à 5, qui vont être notées par des opérateurs humains. Et en fonction des notes qu'il reçoit, il saura quel type de réponses sont les plus proches de ce qu'un humain attend. Donc une IA qui est complètement révolutionnaire et en plein essor. Moi, ce que je trouve très important, c'est déjà qu'elle est démocratique. Je le disais tout à l'heure, elle est accessible à tout le monde. En fait, l'IA, elle existe depuis longtemps. On l'a dans nos téléphones, on la voit un petit peu partout.
il y avait plein de chercheurs aussi qui travaillaient dessus, on disait depuis les années 50, mais en fait, le grand public n'avait pas accès. C'était une IA qui était enfermée dans les laboratoires, et ce qu'a fait OpenAI avec ChatGPT, c'est la mettre à disposition de tout le monde. Personnellement, je trouve ça hyper rassurant, parce que même si GPT-4 peut faire un petit peu peur de temps en temps, je préfère essayer un GPT-4 et que tout le monde l'utilise, plutôt que travailler directement, utiliser directement un GPT-12 que j'ai pas vu venir. C'est ça. C'est même rare dans l'histoire de l'humanité d'avoir autant concentré de technologies qui a coûté quand même des millions. Je pense que tu vas en parler sur la partie coût, qui soit accessible au grand public. Et ça, c'est la grande force, je pense, de ChatGPT, en tout cas d'OpenAI. Bien sûr, Langman. On parle d'un projet qui est équivalent au projet Manhattan. On parle d'aller sur la Lune, sauf qu'on fait ça avec des ordinateurs, avec l'intelligence artificielle. Pour prendre la mesure de ça aussi, c'est ce que dit Harari, donc Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, c'est l'intelligence artificielle a acquis des capacités remarquables pour manipuler et générer du langage, que ce soit avec des mots, des sons ou l'image. Et l'importance de la chose, c'est que l'IA aujourd'hui a réussi à hacker le système d'exploitation de notre civilisation. Donc c'est un changement qui est fondamental. On ne pensait pas réussir à hacker le langage, on pensait que ça serait la dernière chose que la machine n'arriverait pas à faire et sur laquelle l'humain serait toujours en avance. Aujourd'hui, depuis ChatGPT, on a complètement hacké le langage et en particulier le langage textuel. Je voulais te présenter aussi les cas de base. En fait, ChatGPT, sur quoi c'est super fort, sur quoi c'est utilisable immédiatement et complètement bluffant, ça va être la création de contenu, la traduction, les résumés, la transcription et même... Sur quelque chose d'assez intéressant, c'est que, par exemple, moi, je l'avoue, face caméra, j'ai parfois un petit peu de mal avec les filles. Et donc, avec ChatGPT, aujourd'hui, je peux lui demander de me créer les DM qui marchent bien pour augmenter mon taux de conversion en termes de passage des DM à un vrai date. ChatGPT m'aide beaucoup sur le sujet en créant des textes poétiques sous forme d'alexandrin qui fonctionnent parfaitement bien. Donc, grâce à ChatGPT, en fait, tu l'auras compris, même Codemaster s'est transformé en Casanova. Waouh, c'est le moment vraiment sentimental. Hein. Mais c'est génial, parce que justement, comme on peut le voir, ça nous aide. C'est un assistant. L'IA, c'est un assistant pour nous, vraiment qu'on sait l'utiliser. Là, voilà, demain on a un date, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment inviter la personne. Hop, on peut aller sur ChatGPT. Oui, voilà, demain j'ai un petit date, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que je pourrais faire avec elle, etc. En lui donnant quelques détails que vous allez voir dans la partie 2, comment bien utiliser ChatGPT pour justement préparer votre date correctement. Bon, franchement, ce qui se passe, c'est qu'il y a cela. Il y a aussi d'autres types de text to image, text to musique aussi. Est-ce que tu en dis un petit peu plus ? Ouais, sur la partie IA générative, c'est vrai qu'on a tendance à se concentrer sur le texte parce que c'est vraiment ça aussi qui est assez révolutionnaire et le plus bluffant. Et comme je disais, à titre personnel, moi j'ai créé mon entreprise dans l'utilisation des modèles à diffusion, donc qui permettent de générer des images à partir d'entrées textuelles. Et c'est vrai que on est face à un nouveau enjeu de ce qu'on appelle de l'IA multimodale, la capacité de pouvoir intégrer des briques comme si c'était des Lego dans n'importe quel sens. Et c'est pour ça aussi que je pense que la révolution qui est en cours ne va faire que s'accélérer, puisqu'on va pouvoir, et on le fait déjà, commencer à mélanger les médiums ensemble. Plus que simplement le texte to text et le text to image, on a aussi le text to code. Donc à partir d'un prompt, créer du code exécutable en Python, en TypeScript, dans n'importe quel langage. Donc ça rejoint un petit peu la notion de super pouvoir encore. Des gens qui ne sont pas des développeurs vont pouvoir développer des applications parfois complexes. Le text to music maintenant, Meta, il y a quelques temps, a annoncé un modèle qui s'appelle AudioCraft qui permet à partir d'un prompt de générer une musique. Et donc on a un peu de la musique à la demande, de la musique générée à la demande. Et sur la notion de multimodalité, je vais laisser l'oracle introduire le sujet.
Bien, merci Codemaster. La multimodalité, c'est bluffant. C'est un peu la prochaine frontière de l'intelligence artificielle générative. C'est ce que nous réserve OpenAI. On sait que c'est déjà prêt pour GPT-4. C'est pas accessible au grand public, c'est ça, oui. mais c'est en train d'arriver. Et moi, c'est l'exemple qui m'a le plus frappé. C'est un exemple tout bête, mais c'est celui du frigo. C'est Ouais. quand on n'a pas forcément d'idées créatives dans la cuisine, c'est prendre une photo de son frigo et voir GPT-4 imaginer en fait 4 recettes différentes en utilisant tous les ingrédients du frigo. On pourrait lui demander aussi combien ça coûte cette recette, la consommation en calories, et là-dessus il va intervenir et il va nous créer à partir d'une simple photo du frigo toutes les recettes possibles. Mais ce qui est intéressant là-dedans, donc, c'est la multimodalité, le passage d'une image en donnée d'entrée à un texte en donnée de sortie. Et ça, les limites, en fait, tout ça, c'est sans limite. Donc on a une application pour les gourmets, on a une application aussi pour les développeurs, ou les gens qui ne sont pas développeurs mais qui veulent l'être. Et c'est l'exemple qu'on voit sur l'image. Simplement dessiner un brouillon du site internet que vous voulez créer, l'entrer dans ChatGPT, et ChatGPT nous crée un site sur mesure et fonctionnel sur le sujet demandé. Et donc, en général, la multimodalité, ça va regrouper des données non structurées de plusieurs sources, donc des données audio, des données texte, des données vidéo, des images. Pour une entreprise, par exemple, c'est quelque chose qui va être très puissant. C'est qu'une entreprise peut créer un moteur de recherche universel en prenant ses visioconférences, en prenant son matériel de communication, en prenant les discussions sur Slack, en agrégeant tout ça dans un modèle multimodal comme ChatGPT, on va pouvoir avoir un moteur de recherche personnalisé pour l'entreprise. Ouais, la façon de voir ça, c'est de se dire ça va être au sein de chaque entreprise. La vision, c'est avoir son espèce de moteur de recherche à la Google, mais sous stéroïdes et complètement basé en fait sur votre documentation, sur votre base de connaissances interne d'entreprise. Voilà, c'est ça qui est important, c'est vraiment de se dire que c'est vraiment un assistant personnel qui va vous aider, chaque employé de votre entreprise, à utiliser l'IA générative pour gagner du temps en productivité. Quoi que ce soit finalement, parce que plusieurs tâches qu'on peut automatiser, bientôt quand on va pouvoir accéder à cette fonctionnalité-là de prendre une photo, la donner à GPT-4 pour qu'il puisse nous faire ça, ça va aider énormément de métiers et du coup ça va changer notre manière de travailler. Maintenant qu'on a compris ce qu'était l'intelligence artificielle générative, qu'on sait comment elle est utilisée et qu'on connaît les différentes formes d'intelligence artificielle générative, c'est important maintenant de faire un point sur le marché de l'IA générative actuelle. Donc je laisse l'oracle nous en parler. Merci Codemaster. En effet, parce qu'on a un marché de l'IA générative qui va certainement changer en fait tout le paysage de l'Internet, qui va opérer un déplacement de la valeur qui va être immense. Langman, tu me disais que tu avais un chiffre là-dessus ? Ouais, c'est ce dernier rapport de McKinsey du mois de mai, donc on est vraiment très récent, qui faisait des estimations que ça pourrait être quasiment de 2 à 4 trilliards d'économies de gain de temps réalisées par an grâce à l'IA générative. Alors l'étude, bien entendu, est projective, donc c'est autour de use cases qui devraient se réaliser sur des fonctions métiers. On pense au marketing, au support, au sales, à la R&D, au développement informatique, et des développements à venir aussi au niveau sectoriel. Rien que sur le secteur bancaire, les analystes de McKinsey estiment que c'est quasiment 200 à 400 milliards d'économies qui pourraient être réalisées par an grâce à ces IA génératives. Donc c'est absolument colossal. Et comme je disais en introduction, c'est quasiment 80% de tout ce qui est la force de travail productive qui est sur la création de contenu qui est impactée. Donc forcément, des enjeux économiques absolument colossaux qui viennent doper d'ailleurs certaines des valuations de certaines start-up dans le domaine. À tort, à raison, on pourra en parler, mais c'est un enjeu absolument majeur. Tout à fait, merci Langman. Moi j'ai même un autre chiffre, moi j'ai un chiffre de 20 trillions de dollars
Allez. encore plus gros. Allez, encore Oh. plus. Mais parce que 20 trillions de dollars, qu'est-ce que j'entends par ce chiffre? En fait, 20 trillions, je dis que c'est grosso modo toute la valeur qui est sur Internet. Donc, entre les sites Internet, la publicité, le e-commerce, l'envoi de trafic. Donc, c'est tout ça, en fait, qui peut être modifié. Donc, 20 trillions, si ça veut dire que Google va bouger, Amazon va bouger, C'est sûr. on parle d'un effet qui peut être, je dirais, tectonique, grosso modo. Alors attention, ça ne veut pas dire que Google va disparaître, ils sont très bien placés, mais ça veut dire que la valeur va changer un petit peu. Depuis des années, on était un petit peu enfermé dans une race to search. La manière de chercher sur Internet. La finalement. meilleure manière de chercher sur Internet, la meilleure manière d'optimiser un site Internet. C'est vrai. Là, on est sur un nouveau phénomène qu'on voit arriver qui est ce qu'on appelle une race to intimacy. La course à l'intime, réussir à être dans un échange conversationnel avec l'utilisateur final, se rapprocher de lui. Et ça, je pense que c'est vraiment crucial. L'hyper-personnalisation qui est tant voulue, en tout cas qui est tant poussée dans les pubs, et j'en parle en connaissance de cause. Je travaillais dans les ads avant. Donc, toute la recherche verticale et la recherche de Google va être modifiée et on va se diriger petit à petit vers des assistants personnels. Et ça va être passionnant. Donc, l'état du marché aujourd'hui que je voulais vous présenter, c'est l'acteur qui a modifié tout ça, c'est OpenAI. OpenAI, donc, qui est le leader, qui donne le là sur le marché, qui innove en permanence, qui lance GPT-4, qui lance les plugins, qui lance de nouveaux modèles. De l'autre côté, on a Google qui est très bien placé, Google DeepMind, issu de la fusion entre Google Brain et DeepMind. Google DeepMind, c'est 2500 chercheurs en machine learning, en plus toute la suite d'outils qu'on connaît. Donc attention, ils ont pris un tout petit peu de retard avec leur Bard notamment, mais en fait tout ça c'est aussi parce qu'il y a des risques de relations publiques et que c'est difficile à annoncer pour eux. Mais sincèrement, Google, on va les voir accélérer et ils ont vraiment des Rien que sur ressources le majeures. hardware, ils ont inventé leur propre carte graphique qu'ils appellent TPU, adaptée pour ce genre de travail. Donc, Après, je voulais présenter donc d'autres acteurs, des acteurs très intéressants qui vont être plus ceux de l'open source. Même si OpenAI s'appelle OpenAI, aujourd'hui ils sont très fermés, ils ne révèlent rien du tout sur leur modèle. Et Elon Musk leur reproche régulièrement. Mais donc on a d'autres acteurs qui vont être Stability, qui vont être Hugging Face, qui vont être Meta. Bien sûr. Alors Meta, ça peut sembler assez surprenant, mais Meta aujourd'hui, ils ont une approche qui est complètement open source. Ils ont leur modèle Llama qui a fuité, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, si c'était intentionnel. Mais aujourd'hui, en fait, ces acteurs-là, c'est l'open source. Et c'est hyper important parce que cet open source, il est hyper facile à réutiliser par plein de personnes. Et ils arrivent en fait, avec des coûts qui défient toute concurrence, à faire des produits qui peuvent défier de temps en temps ceux d'OpenAI. Un autre acteur très intéressant qu'il faut suivre, c'est Anthropic. bien sûr. Anthropic qui est un petit peu aujourd'hui la propriété de Google qui n'arrête pas d'investir dedans. Mais Anthropic qui a été créé par des anciens d'OpenAI, mais très brillants. Et fun fact sur Anthropic, ils ont dans leur team fondateur un des gars qui a travaillé sur le papier Attention is all you need que tu mentionnais. Donc il y a une diaspora des chercheurs qui ont bossé sur l'architecture des transformers qui maintenant sont entrés dans leur business. On avait la PayPal Mafia. Je pense qu'on aura donc la Transformer Mafia qui est en train de se développer. Et d'ailleurs, tu verras que sur les gros outils d'intelligence artificielle qui sont proposés ces derniers temps, bien souvent, c'est des anciens d'OpenAI qui sont dans l'équipe à un moment donné. Et donc, on a les anciens des Transformers, on a les anciens d'OpenAI qui se regroupent pour faire des billions de dollars compagnie. Oui, donc ça, on le voit vraiment arriver. Anthropic, ils sont connus parce qu'ils ont un chatbot qui s'appelle Claude. Et donc avec un mode d'entraînement qui est un peu particulier, parce que chez Anthropic, on a ce qu'on appelle la constitution. Ça veut dire que le chatbot, en fait, doit respecter des principes constitutionnels qui ont été édictés comme une constitution pour un pays. Et donc au niveau éthique, en fait, c'est super intéressant. Après, on va voir ensuite d'autres acteurs qui vont être
character.ai, qui va être un chatbot comme ChatGPT, mais dans lequel en fait on va s'adresser à un personnage fictif et on va avoir des conversations. Et on va grandir avec. Et grandir avec, exactement. Longman, super intéressant. Midjourney, incontournable. Bien sûr. Donc dans le domaine de la photo, de l'image, Tout ce qui est art, en complètement fait. bluffant, tous les deepfakes dont on parlera tout à l'heure, Mhm. et hyper facile d'utilisation. Il faut rentrer dans le Discord, on verra ça. Mhm. Et enfin, Nvidia, Ah incontournable. bah oui. Bien sûr. Ils ont même- Nvidia qu'on a vu sortir du bois assez récemment, parce qu'on n'en parlait pas tant que ça. Quand même 95% de parts de marché sur les GPU, qui sont un petit peu les pelles et les pioches dans cette industrie. Ça fait. Tous les acteurs qu'on a cités précédemment utilisent les puces, les H100, les fameux H100 à 33 000 $ de Nvidia. Et donc récemment, leur capitalisation boursière a explosé. Ils ont dépassé 1 trillion de dollars en capitalisation boursière. Et donc Nvidia, aujourd'hui, dont tout le monde dépend un petit peu. Exactement. Ils ont même aussi créé un ordinateur spécialisé pour tout ce qui est intelligence artificielle. Donc voilà, Nvidia vont nous préparer énormément de choses dans les semaines, les mois, les années à venir. Ils sont vraiment un acteur qui va être intéressant à suivre dans tout ce qui est la partie IA. Et d'ailleurs, c'est un peu le running gag dans le milieu de l'investissement et des startups, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent que tous ces fundings qui sont donc l'argent qui est donné à ces startups, une grande partie au final va se retrouver à immobiliser des GPU chez Nvidia. Donc voilà, ça pose tout un tas de questions. Je pense notamment pour les startups européennes, question de souveraineté. Si derrière tu te fais fonder et que tu utilises des solutions comme Je Nvidia. t'arrête, Langman, parce que ça, Allez. c'est le sujet de la partie 4. Ah là là. Bon, on stoppe. Et alors, On continue. et donc, Allez, hop. après, moi, je voulais revenir juste aussi sur les principales opérations financières qu'on a vues, Ouais. sachant que c'est pas fini. Et il y en a qu'il y en beaucoup. a des nouvelles tous les jours. Au moment où on fait cette formation, d'ailleurs, je pense que c'est important de le préciser. On est en juin 2023 et on n'a pas fini d'être surpris. Bien sûr. Donc, le deal initial, c'était Microsoft qui a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI avec un mécanisme un peu compliqué, mais sur une valorisation de 29 milliards de dollars pour une boîte de 200 personnes. 7 ans d'existence, mais 200 personnes, c'est quand même très très significatif. Après, on a vu deux opérations. On parlait d'Anthropic avec Google, c'est 450 millions de dollars sur une valeur de 4 milliards. Stability, 100 millions de dollars sur une valeur d'1 milliard de dollars. Un nouveau tour de table qui est en cours sur une valeur aussi de 4 milliards. Parce qu'il faut voir que Stability aujourd'hui, c'est une dépense de 50 millions de dollars juste pour l'entraînement de ces modèles sur le cloud. Donc, en fait, le besoin, il est là. Après, on a Character AI, 150 millions de dollars sur une valeur d'1 milliard. Inflection, acteur très intéressant. Inflection, qui a créé un chatbot aussi qui s'appelle Pi, auquel vous pouvez accéder. Pi comme 314. Et ce chatbot, il a la particularité d'être très différent et d'être plus familier, plus amical et moins dans la productivité que celui d'OpenAI. Et Inflection, c'est la boîte créée par Mustapha Suleyman, le cofondateur de DeepMind, et par Reid Hoffman de LinkedIn. Et donc là, on parle quand même de 675 millions de dollars. Et franchement, je pense que c'est très intéressant et un acteur à suivre. Hugging Face, dont on doit parler aussi, qui a levé sur une valeur de 2 milliards de dollars, 160 millions. Hugging Face, acteur clé, qu'on a de la chance d'avoir avec une boîte créée par des Français, Et oui. mais une boîte incorporée aux États-Unis, mais en tout cas beaucoup de Français dedans. Et pour rester sur le marché français, Mistral, donc le nouvel acteur. New Kid in the Block. New Kid in the Block, qui ont une start-up française qui a levé 100 millions de dollars sur une valorisation de 259 millions de dollars, alors que la start-up a à peine 4 semaines, C'est ça. qui n'a pas de produit. Mais en tout cas, une ambition très importante au niveau français et européen. Et on est content de les avoir dans notre écosystème. Pour continuer, je vais vous présenter les personnalités marquantes de l'écosystème. Donc dans nos personnalités, on va avoir tout d'abord Sam Altman, qui est le CEO d'OpenAI, qui est donc l'ancien président du Y Combinator. Donc Sam Altman, il est hyper connecté. C'est lui qui fait tous les niveaux donc, pour faire accepter ChatGPT, faire accepter l'intelligence artificielle générative.
Alors attends, parce que tu viens de parler de Y Combinator, j'ai naissance qui se sont mis en éveil. Peut-être pour... Donne-nous les informations. Donne-nous un quoi, peu, c'est quoi YC? Oui, Combinator. Ouais, donc YC, c'est un incubateur de start-up, le plus grand au monde, en tout cas le plus grand en termes d'impact. De prestige. Et de prestige. Et donc, cette année, un chiffre intéressant, 40% des startups qui ont été admises par YC sont des startups dans l'intelligence artificielle générative. Ça donne, pour un incubateur comme celui-ci, qui donne un petit peu le ton sur l'avenir des marchés, c'est intéressant de voir ce chiffre-là. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples boîtes, de boîtes qui sortent de YC, justement? Airbnb ou Uber, si ça vous dit quelque chose. Twitch aussi. Twitch aussi. D'ailleurs, les vidéos du fondateur de Twitch sont excellentes sur YC, justement. Donc ça, c'était la première personnalité. Sam Altman, ancien CEO de Y Combinator, actuellement CEO de OpenAI et qui fait donc de la magie littéralement sur les marchés. Ensuite, on a qui? Et donc après, on va avoir Sam Altman qui va être en baston direct sur les réseaux sociaux avec Elon Musk. Elon Musk qui a beaucoup d'ambition. Elon Musk qui est un cofondateur d'OpenAI à la base. Et Elon Musk, en fait, qui est sorti d'OpenAI suite à l'entrée de Microsoft au capital en 2018, quand ils ont investi $1 milliard, soi-disant pour des conflits d'intérêts entre Tesla, qui fait de l'intelligence artificielle, et OpenAI. Mais en vrai, on sait qu'il y a une vraie dispute, une vraie battle entre Bill Gates et Elon Musk. Alors, Elon Musk est très, très ambitieux aujourd'hui. Il veut faire ses propres projets là-dessus. Et donc, on attend de voir ça. Donc, aujourd'hui, c'est des acteurs hyper importants. Après, on va en avoir d'autres qui vont être un peu les chercheurs qui sont là depuis longtemps. Donc, on va avoir Yann LeCun, le Chief AI de Meta, qui est un des pères du Deep Learning. On en parlait tout à l'heure. On va avoir Demis Hassabis, le fondateur de DeepMind. AlphaGo, ça vient de lui. On va avoir Jeff Dean, de Google Brain, qui est chez Google. Donc ça, c'est des chercheurs qui sont un petit peu moins exposés en ce moment, mais qui ont quand même un impact énorme au niveau de la recherche et qui gèrent aussi des milliers de chercheurs et des milliards de dollars dans la recherche. Un autre point important, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont leur place vraiment, c'est les chercheurs et qui se font appeler aujourd'hui, donc quand on regarde l'équipe de recherche d'OpenAI, qui se font appeler des techniciens. Et ça, c'est assez marrant de se faire appeler technicien quand on travaille sur des programmes aussi évolués, avec des enjeux aussi ambitieux, tout à fait. Et donc là, on va avoir Greg Brockman, qui vient de Stripe. On va avoir Karpathy, qui a tourné un petit peu entre toutes les boîtes, Tesla, OpenAI. Et on va avoir surtout aussi Ilya Sutskever, Chief Scientist chez OpenAI, qui est clairement un génie. Et quand on voit des interviews de lui, on se demande si pour le coup on parle à un être humain ou à une machine. On a vraiment l'impression de voir ChatGPT parler. J'étais allé le rencontrer à San Francisco d'ailleurs. En 2020, il a fait une conférence dans un événement qui s'appelait Rework. Et donc j'y étais. Et à l'époque, sa conférence, c'était celle que j'avais le moins appréciée. Donc j'étais pas si en avance que ça sur les sujets de LLM. Il a fait un méga pari sur le deep learning au final. Et ça a payé. Et je pense que en grande partie, en tout cas, le succès de ChatGPT et d'OpenAI repose là-dessus. Après, sur deux acteurs que je voulais présenter, il y en a un que Langman connaît bien. Un acteur très intéressant, c'est Emad Mostak, fondateur de Stability. Donc Stability, qui est un projet, on sait où ça commence, on sait pas trop où ça commence, on sait pas trop où ça finit, parce que c'est toute une galaxie de projets et de recherches qui ont été mises ensemble. Ouais, c'est le porte-étendard de la communauté open source. Il faut dire qu'ils ont quand même extrêmement œuvré dans ce sens-là. C'est la base même de la création de Stability.ai. Donc c'est une personne clé dans le monde de l'open source. Il y en a d'autres. Je pense à Yannick Kirchner, qui n'est peut-être pas sur cette slide-là, qui fait beaucoup de vulgarisation sur ces sujets-là. Ouais. Et donc, c'est vraiment très intéressant, cette dichotomie entre le corporate / chercheur d'un côté, et puis tout ce pendant de la société dans l'open source qui est en train de faire des choses absolument merveilleuses et qui permet qu'on puisse parler de ces sujets-là
avec un regard critique aujourd'hui surtout. Ouais. Donc, Emad, un personnage, en Personnage. fait, qui a été assez critiqué récemment, mais qui a quand même fait des choses extraordinaires pour l'écosystème. Il travaille aussi beaucoup avec Stability pour mettre en place l'intelligence artificielle générative, par exemple dans le gouvernement britannique. Oui. Et ça, en fait, ces modèles, quand on imagine leur efficacité et par rapport de temps en temps aux lenteurs de l'administration, ça peut être des cas d'usage hyper intéressants. Ça peut. Et donc, sur les acteurs, sur les acteurs suivants, donc on va avoir Andrew Ng, donc cofondateur de Coursera, qui est quand même une des grosses têtes de l'IA, avec des applications plus industrielles, Oui. donc sujet un peu moins à la mode, mais avec des impacts très importants. Tout à fait. David Holtz, je suis obligé d'en parler parce que c'est le fondateur de Midjourney. Et Midjourney, il faut savoir que c'est le plus gros Discord du monde. C'est 100 millions d'utilisateurs sur Discord. Je savais pas ça. C'est une boîte qui, pour l'instant, est autofinancée. Donc ça, c'est quand même assez dingue. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, Mira Murati, qui est la CTO d'OpenAI, mais ce qui est surtout une vitrine et une caution éthique pour OpenAI. Et donc, par rapport, en ce moment, au grand public et aux médias qui sont très inquiets sur Et ce au sujet, gouvernement. et au gouvernement, elle est donc hyper exposée. Il faut voir que Mira Murati, c'est une ancienne de Leapmotion, la boîte de David Holtz. Donc vous l'avez compris dans les acteurs que j'ai présentés, tout le monde se connaît. Et enfin, Alexander Wang de Scale AI, qui a organisé plein d'événements, des hackathons, qui a une super boîte aussi dans le labeling des modèles. Mais lui, ce qui est intéressant à voir, c'est que Scale AI part aujourd'hui un peu plus sur des enjeux de défense aux États-Unis. Donc on a un marché qui se structure, un marché qui est fait en fait de quelques dizaines de personnes qui donnent le là, mais qui sont super puissants, qui orientent les recherches et qui ont à leur disposition des milliards de dollars. Alors, effectivement, on a quelques personnes qui concentrent l'actualité médiatique, mais ce que je disais, je le rappelle, il y a toute une communauté open source qui est énorme, des milliers de chercheurs, des milliers de développeurs à travers le monde qui travaillent sans relâche. L'IA ne serait pas où elle en est aujourd'hui sans le fruit de cette collaboration intense entre tous les cerveaux du monde. Et c'est pour ça que peut-être c'est à considérer cette IA générative peut-être comme un bien immatériel de l'humanité. On peut en parler des heures, mais... On est sur les épaules des géants. Exactement. Ok, super. Donc c'est parti. Nous allons continuer la formation avec les applications de l'IA générative. Donc là, on va te parler des différents use cases de l'intelligence artificielle générative. Je laisse l'oracle t'en parler. Déjà, moi, je voulais présenter très rapidement un paradoxe, le paradoxe de Moravec, donc qui date des années 80. Mais le paradoxe de Moravec, ça explique aujourd'hui qu'on ait réussi à hacker le langage et qu'on soit dans une révolution totale de l'IA générative sans avoir encore aujourd'hui des robots à nos côtés. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, tout ce qui est compliqué à faire pour l'être humain est grosso modo facile à faire pour la machine. Tout ce qui est facile à faire pour l'être humain est au final assez compliqué pour la machine. Et comment on explique cela? En fait, c'est que grosso modo, des fonctions cognitives supérieures comme le langage ou les mathématiques avancées, c'est des choses qu'on a développées en fait sur les derniers milliers d'années, alors que la perception dans l'espace, la motricité, c'est des choses en fait qu'on est habitué à faire depuis des millions d'années. Donc ça nous semble évident, mais en fait c'est pas si facile. Donc en fait le langage aujourd'hui, c'est pour ça qu'il a été hacké. Parmi les domaines qui vont être les plus impactés par l'intelligence artificielle générative, on a les métiers de la création. Donc marketing, divertissement, ça va être les sujets qui vont être les plus impactés. L'administration, le juridique aussi, forcément. C'est des sujets dans lesquels on a beaucoup de lecture de textes, de résumés, de création de documents, etc. Donc c'est des métiers qui vont forcément être impactés. Un domaine qui va être plus qu'impacté, qui va être révolutionné, il y a le domaine de l'éducation. Moi, je suis prof d'algorithmique et donc j'ai vu l'arrivée de ChatGPT cette année. J'ai vu l'impact sur mes étudiants. Certains qui comprenaient en fait que l'objectif pour eux, c'est d'apprendre et donc qui réussissent à l'utiliser
pour servir cet objectif-là. Certains qui sont plutôt dans une optique d'en faire le moins possible pour valider leur année et donc qui vont simplement utiliser l'outil pour avoir de meilleures notes. Et forcément, au niveau de l'éducation, les profs, l'administration, tout le personnel en fait qui travaille sur ces sujets-là, les startups aussi qui essayent d'innover sur les sujets d'éducation, se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On a vu la confusion de grandes institutions comme HEC ou Sciences Po qui elles-mêmes ne savaient pas exactement comment réagir face à cette innovation-là. Moi, je pense que plus que simplement une révolution, il va falloir recréer le monde de l'éducation en partant de zéro. Merci Codemaster. Moi, ce que je vois aussi, et j'en ai déjà parlé, ce que je vois venir, c'est l'arrivée de l'assistant personnalisé. On va avoir des compagnons virtuels, des agents qui vont agir à notre place, à qui on va déléguer des droits. On va avoir un petit peu notre majordome, en fait, comme Alfred dans Batman. Aujourd'hui, c'était ou Jarvis dans Iron Man. Bien sûr. Tout à fait, Mika. Jusqu'à aujourd'hui, c'était réservé à certaines personnes, mais aujourd'hui, tout le monde va l'avoir et ça va être nécessaire parce que ces intelligences artificielles, ils vont aussi nous défendre d'intelligences artificielles malicieuses qui peuvent essayer de nous vendre des choses, qui peuvent essayer de nous tromper. Donc tout le monde va en avoir. Ils vont nous rendre plein de services, ils vont nous faire gagner énormément de temps, ces assistants virtuels. Ils vont devenir aussi un peu nos doubles digitaux. La question, c'est plutôt de savoir combien on en aura. Est-ce qu'on en aura un qui gérera tout ou est-ce qu'on en aura plusieurs? On peut imaginer que, par exemple, sur des données de santé, on ait besoin d'avoir un assistant dédié sur des données qui sont un petit peu dangereuses ou qu'on ne veut pas partager. Aujourd'hui, en tout cas, on voit ça arriver à toute vitesse avec l'application iPhone de ChatGPT ou encore avec Pi ou Claude que j'ai présenté tout à l'heure. Qui vont dans ce sens-là. Alors, ils vont nous aider, ils vont nous assister, ils vont être un double de nous, donc nous augmenter. Mais pour l'instant, ils nous font surtout peur avec des entreprises qui demandent aux gens dès maintenant de stocker leurs données, de stocker leurs messages, les messages vocaux, leurs vidéos pour les créateurs de contenu, tout leur contenu texte, pour pouvoir recréer un clone d'eux une fois après leur décès. Et donc avoir un assistant qui serait à tout jamais en contact avec sa famille. Là, on est vraiment sur du Black Mirror, du coup. C'est Black Mirror. C'est vrai, c'est du Black Mirror. Les scénaristes de Black Mirror disent d'ailleurs qu'ils ne savent plus trop quoi inventer parce qu'on y est. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut voir les choses d'une manière utopique, je pense, aussi, et pas que dystopique. Et parce que cet assistant personnalisé, grosso modo, il va être doté d'une connaissance infinie, il va être doté d'une patience infinie, contrairement à quelqu'un qui pourrait perdre patience ou en avoir marre. Il va être complètement sur mesure. Et donc, il peut apprendre à lire à nos enfants, il peut nous aider dans notre boulot, nous coacher, il peut aider un scientifique à faire des recherches. Et donc, avec ces valeurs de connaissance infinie, patience infinie, personnalisation sur mesure, et ça va être hyper intéressant. C'est ça, c'est vraiment notre forme d'assistant virtuel qui sera là pour nous épauler dans plusieurs tâches. Et là, c'est nous donner des super pouvoirs. Vraiment, comme tu as donné avec Jarvis. Et du coup, Alfred, nous aussi, on va tous avoir justement, même nos enfants vont pouvoir avoir justement une sorte d'Alfred ou de Jarvis pour les aider dans leurs différentes tâches. Bon, alors, maintenant, Codemaster, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Ce qu'il faut retenir du coup sur ce qu'on a dit dans cette partie, c'est que le mot-clé, c'est personnalisation. Demain, les jeux vidéo auxquels vous jouerez sont personnalisés. Les niveaux vont se créer en fonction de votre avancement, en fonction de votre humeur, en fonction de ce que vous voulez. La santé sera personnalisée aussi. On peut imaginer un assistant qui a tous les paramètres de santé sur vous, qui a les informations de votre monde connecté, qui a vos informations sur la pratique du sport, sur tous vos antécédents, et qui peut vous fournir un suivi qui va être plus personnalisé. Pour l'éducation aussi, on peut imaginer un instructeur qui sache tout sur tout ce qui se passe dans l'univers,
et qui sait comment vous aider à comprendre en fonction de votre personnalité, de votre caractère, de ce que vous aimez. Et donc, le mot-clé, c'est personnalisation. Je laisse Mika pour la transition avec le prochain chapitre qui va aborder ce sujet-là. Comme vous l'avez vu, on parle de personnalisation. Et pour justement personnaliser justement l'intelligence artificielle, on va mettre un petit coup de baguette magique dans la partie 2, justement, où on va voir avec Langman comment expérimenter, comment comprendre justement ce qu'on a vu dans la partie 1 et l'expérimenter sur ChatGPT avec du prompt engineering.